tac, en attendant que tout le monde arrive, je vous fais du coup un petit partage sur les ressources TPC qui vont bien s'associer à ce live. Et voilà, et je vous présente Mickaël. Ça fait super plaisir de te recevoir, Mickaël, encore une fois. Yes. On a fait un live ensemble. Enfin, je crois que tu l'avais fait avec Stan il y a un an Oui, et tout à fait. continue à cartonner sur YouTube. Tac. Du coup, bah, si vous ne connaissez pas TPC, donc on est une grosse communauté produit tech. Il y a 10 000 membres, principalement des développeurs et des product managers. Il y a aussi pas mal de gens de la data, du design, mais voilà, c'est une vraie communauté avec tous les métiers de la tech au sens large. Enfin, nous, ce qu'on considère être les quatre grandes familles, comme je disais à l'instant. On organise plein d'events, on propose des jobs à nos membres, euh, on organise ce genre de masterclass, on file des ressources à tout le monde et on coach un maximum de monde pour les aider à réussir dans leur carrière. Il y a 800 entreprises derrière qui nous consultent pour trouver justement les bons profils et on les aide à connecter avec les membres de la communauté. Donc, si vous êtes en recherche ou que voilà, vous pensez que vous allez changer de job prochainement, vous pouvez vous inscrire sur TPC et on vous aidera dans toutes les phases de votre carrière et surtout à vous connecter avec les meilleures boîtes sans passer par les CV et la partie bullshit. Je voulais vous offrir quelques ressources qui, je pense, vont vachement vous intéresser. La qualité de code, on a demandé à 6 startups. Dedans, il y a Back Market, il y a Mano Mano, il y a aussi des plus petites boîtes comme Singular, d'autres boîtes type Teeds. Enfin, on a essayé de montrer un peu les best practices de code quality dans des environnements tech variés. Si vous avez envie de poncer ça ou de vous le garder au chaud le jour où vous aurez des sujets de code quality et CI/CD, toutes les boîtes, comment elles font en gros pour mettre en place des méthodes, des méthodologies de quality en code. Vous pouvez récupérer ça avec le QR code et je crois qu'Audi va vous mettre le petit lien et on vous met toujours aussi la petite ressource backup qui en général intéresse tout le monde, c'est les salaires de la tech en 2024. C'est une grosse étude qu'on a fait avec la communauté. Du coup, bah, quand même 3200 personnes qui ont répondu sur les 10 000 membres, donc ça fait plaisir. Et du coup, ça vous donne une vision super précise des salaires, que vous soyez en startup, en grand groupe, en scale-up, dans des agences. On a récupéré de la donnée sur tout le monde et on vous la partage de manière évidemment anonyme. Donc, n'hésitez pas à choper ça. Euh, et puis voilà, si effectivement, comme je disais, vous êtes en recherche sur un job de software engineer, si vous êtes manager EM ou CTO, on vous donne accès à tous les jobs qui sont ouverts dans nos 800 entreprises partenaires. Donc, il suffit juste de flasher le code en haut à droite. Euh, et puis voilà, on va retirer ça et on va passer au sujet de refonte technique. Je vois qu'il y a plein de réactions dans le chat, ça fait trop plaisir. Continuez à nous dire un peu ce que vous faites. Et puis, on va enchaîner avec Mickaël et prendre vos questions aussi en général à la fin. Mais voilà, s'il y a des questions aussi qui sont un peu pertinentes dans l'échange, on pourra regarder avec Mickaël pendant que tu présentes et répondre de manière assez rapide si c'est nécessaire. Yes. Euh, on est prêt? T'es chaud, Mickaël? On attaque? Ouais, ouais, bah, on va voir, hein. Ça part. Allez, go. Alors, tu mets les Est-ce que slides? tu, ouais, est-ce que tu voulais, tac, alors, Super. tu me dis si tu veux, on lance le Slido aussi, on a des questions pour vous, Mickaël voulait vous interroger, donc Ouais, on va aussi. tu peux les lancer direct comme ça, on va y arriver tranquillement. Ok, ça marche. Alors, je vais, tac, hop. Ah, il faut que je te partage, ouais, il faut que je partage ça. Écoute, ouais, je vais les partager en même temps. Il y a une petite manip à faire si tu veux commencer Ok. sur ton sujet en même temps. Eh ben, bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de allez, comment réussir une refonte technique, parce qu'effectivement, c'est un sujet que l'on voit souvent, qui est assez complexe et compliqué. Donc moi, j'en ai vécu quelques-unes, j'en vis aujourd'hui. Euh, et donc, je voulais vous donner aujourd'hui, faire un Rex et donner un peu quelques billes sur les trucs qui ont fonctionné pour moi, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut que tu remettes. Je te remets sur stage, tu me dis quand tu veux poser ta question à l'audience. On fait ça.
Donc en disclaimer, aujourd'hui, je ne vais pas montrer de code, donc désolé pour, les développeurs qui voulaient à tout prix avoir du code, bah, il n'y en aura pas. Et normalement, pour les personnes, plus métiers, normalement, tout ce que je vais raconter devrait être compréhensible, donc voilà. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, ce genre d'exercice. Comme je disais un peu en intro, c'est que je vais vous parler, de choses qui ont fonctionné pour moi et mon équipe, précédemment et que j'ai réussi un peu à transposer, dans d'autres contextes. Pareil, je vais parler de refonte back, j'en ai fait aussi côté front. Grosso modo, c'est les mêmes principes, mais c'est juste la réalisation finalement qui est un peu différente parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais le mindset exactement le même. Petite présentation de moi. Donc moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans le monde de l'informatique. J'ai commencé dans la gestion de projet et j'ai fait à peu près, 4 ans, chez Octo Technologies, donc en tant que dev pour le coup et depuis 2022, je suis donc, à mon compte et pour la petite histoire, je suis, expatrié en République tchèque, donc je vis, à Prague, au quotidien. Voilà. Alors, c'est nos fameuses questions que Mathias a partagées, afin de connaître un peu mieux, qui est présent aujourd'hui. Donc j'avais un peu 3 questions, à vous partager. Parce que grosso modo, on est dans le même bateau, hein. Donc c'est un peu, qui est dans cette situation? Hem, voilà. Qui, ne sait pas par où commencer s'il est dans cette situation et qui ne souhaite pas être dans cette situation? Donc voilà, normalement Mathias a partagé, le lien, n'hésitez pas, à y répondre. Juste pour savoir un peu, qui est Yes, vous pouvez flasher avec votre QR code du coup, ou les liens dans le live pour que vous puissiez nous dire votre situation. ouais. On voit combien de personnes ont répondu? Juste pour voir à quoi correspondent les 57%. Ouais, pour l'instant vous êtes 7, 7 sur D'accord. 62. Allez-y, jouez le jeu, faites-nous votre retour, c'est assez cool. C'est assez cool d'avoir un peu les situations de tout le monde. Ça continue de monter, on est à 8 Ouais, et quand même j'ai beaucoup quand de même gens dans cette l'impression situation. que, ouais, une grande majorité, sachant que pour moi la grande majorité c'est au-dessus de 50%, est dans cette situation a priori. Donc ouais, je vois un peu le Carrément, ouais, ça ouais, continue là à c'est monter. bon, ça se détache. On a une quinzaine de réponses maintenant, 16. Euh, Trop bien. Oni, tu peux passer à la question suivante peut-être. Je pense qu'on a dégagé une bonne tendance sur qui est dans la situation de la refonte après une vingtaine de réponses là. Ouais. Alors, attends, hop, tac. Voilà, qui ne sait pas Donc par où vous êtes dans cette commencer. situation et vous savez pas, voilà, par où commencer ou vous avez déjà commencé mais vous êtes pas sûr d'avoir pris, par le bon bout. Ok. Ah, il y en Mmh, a quand même qui savent. Oh, il y a une belle remontée non, on sait pas recommencer. Intéressant. Donc là, vous êtes une ouais. dizaine déjà à avoir répondu. Ok, c'est un peu plus distribué du coup. Ah, c'est On intéressant. s'approche des 20 réponses là. Ah, c'est vraiment assez rigolo de voir l'évolution en OK. live Donc des réponses. ouais, ouais, de manière générale, a priori, vous savez à peu près enfin quoique, 38 et 10, ouais, ça fait, 48. Hem, OK, intéressant. Il y a Bon, John qui met il j'espère manque que la le case message chômage va donner, ouais. carrément. Vas-y, je Et te laisse, hop, t'avais une dernière question du coup. ouais et qui ne souhaite pas être dans cette situation, parce que oui, c'est possible de ne pas être dans cette situation. Ah, là, on a des gens qui aiment le risque. Oui, je vois ça. Des gens qui sont prêts à affronter Ou alors la la dure, la ou dure alors réalité de la la tech. question est mal posée et
OK. Ouais, je sais pas, en parlant de refonte, j'ai quand même beaucoup de retours sur des personnes qui disent oui, ok, c'est casse-pied, mais c'est aussi l'opportunité de bosser sur des projets hyper complexes, de repousser ses limites, de moderniser, euh, de moderniser sa Oui, stack. Donc, mais en fait, il y a, effectivement, on verra après, mais finalement, un projet informatique est en perpétuelle, refonte, parce qu'effectivement, il y a des parties qu'on veut moderniser, qu'on veut revoir et cetera. Mais il y a des façons de faire pour que ça soit moins douloureux que d'autres. Par exemple, qu'on soit pas obligé de tout refaire, mais refaire qu'une seule petite partie, par exemple. très juste. Bah écoute, en tout cas, on a des bons retours. Voilà. Ça pose le contexte. Je te redonne Ouais, la main sur la merci presse. beaucoup. Alors, donc justement, en parlant de contexte, moi je vais faire une petite, presse du contexte que j'ai eu, sur l'expérience significative de refonte que j'ai pu avoir. Donc quelle est en fait, la situation avant de lancer cette fameuse refonte technique? Donc, l'application c'est une application de B2B, de gestion de planning. A priori, je suis là depuis le début du projet, donc sachant qu'il avait été lancé le 19 mars 2018 et moi je suis arrivé le 11 mai, 2018, donc grosso modo ça fait 36 jours. Alors je sais plus si c'est 36 jours ouvrés ou normaux, mais tout ça pour dire que, je suis là grosso modo depuis le début parce qu'on va voir la refonte, on l'a lancée beaucoup plus tard. Il y avait 2 équipes, une front et une back et de manière globale, le projet tourne correctement en production sans anomalie majeure, hein. Voilà. Ensuite, voilà, donc début 2020, donc grosso modo, allez 2 ans après le lancement, du projet, il y a une décision de réunifier les 2 équipes, pour X raisons, hein, structurelles, organisationnelles. C'était plus pertinent de réunifier les 2 équipes et surtout, il y a un élément déclencheur, c'est que le métier demande une fonctionnalité qui, en l'état, ne peut pas être implémentée facilement sur le code actuel. Donc là, on commence un peu à pleurer et donc c'est le fameux un peu graphique, qu'on peut voir donc avec, une complexité bon qui est plus ou moins, maîtrisée et d'un coup, il y a un événement, une évolution majeure qui arrive et finalement, bah, ce qui a été, engendré juste avant, bah, au final, va se voir et va augmenter drastiquement à la complexité jusqu'à, bah, comme le constat que nous on a fait, c'est qu'on ne peut pas implémenter, la fonctionnalité demandée par le métier. Donc, on lance le projet de refonte. Quel est le plan qu'on a adopté? Déjà, on a essayé de se mettre d'accord sur le constat. C'est effectivement donc on a notre nouvelle fonctionnalité qui est difficile à faire. Discussion avec, toute l'équipe, PO inclus, c'est pas l'équipe de dev, hein, c'est PO inclus, donc une partie du métier et le constat est assez cinglant, c'est que, bah, il faut tout refaire. Donc comment on va vendre ça, en fait, à notre sponsor, et cetera. Donc, quoi et comment annoncer aux clients? Donc je rappelle, le projet, il tourne en production et du coup, il rapporte de l'argent à l'entreprise. Hein, c'est pas un projet, un side project, qui est utilisé par personne, c'est vraiment il est en place et ça rapporte de l'argent. Je sais pas quelle était la part, du chiffre d'affaires à ce moment-là, mais elle était pas, enfin c'était pas, voilà, c'était pas important. Et surtout, nous, on ne voulait pas vendre de fameuses refontes, Big Bang où, on se dit: «Bah, on arrête tous les devs à un certain moment» et on se dit: «Bah, on se donne, je sais pas, 3 mois pour tout revoir, de manière iso-fonctionnelle» et avec un peu de chance, les 3 mois, on avait le nez fin et au bout de 3 mois, tout se passe bien et on arrive à, sortir effectivement le nouveau projet, en mode Big Bang, où du jour au lendemain, on switch. Nous, on voulait pas ça parce que ça fait peur et surtout, par expérience, ça fonctionne jamais. Ce qui fonctionne jamais, c'est, la fameuse deadline, incompressible, enfin incompressible. La deadline qu'on annonce, par exemple, moi j'avais pris l'exemple de 3 mois, bah, on sait ça fait jamais 3 mois, c'est toujours, plus, parfois beaucoup plus.
Pour des raisons assez simples, hein, c'est que, le périmètre ISO, il est jamais ISO parce que le métier ne veut pas, quelque chose qui est figé pendant 3 mois ou même un peu plus. Il veut faire évoluer, ce qui est normal, parce que son business évolue et donc ça doit évoluer également. Et surtout, il y a peut-être des trucs, qu'on n'avait pas vus à un instant T et du coup, donner un délai fixe, c'est, en général, c'est pas une bonne idée. Donc ça ne fonctionne très rarement, voire jamais. Donc nous, l'approche qu'on a eue, c'est on doit refaire notre truc. Ça, c'est le constat qu'on partage avec le client, mais on va essayer de le refaire petit à petit, étape par étape, pour pouvoir justement implémenter cette nouvelle fonctionnalité. Donc on a dans notre tête que notre objectif, c'est d'implémenter cette fonctionnalité finalement un peu au plus vite. Mais pour faire ça, on doit refaire et on va surtout refaire petit à petit. Et en même temps qu'on refait également, et c'est là que c'est la grosse différence avec potentiellement une refonte, Big Bang, c'est qu'en même temps, on va faire d'autres fonctionnalités, des corrections de bugs et tout en modernisant le code, l'architecture et tout ça. Et du coup, là, tout de suite, on fait passer un message qui est: en fait, le projet, il vit toujours, mais sauf qu'on va ralentir aujourd'hui pour au final accélérer demain. Parce que ce qu'on va refaire, on va pas se tirer une balle dans le pied, on va essayer de refaire les choses pour qu'elles nous aident demain à ne plus avoir cette situation notamment. Et surtout, on va pas s'engager sur du temps. On va juste dire: voilà, à partir de ce moment-là, on entame cette refonte avec les conditions sine qua non, c'est-à-dire, délivrer la nouvelle fonctionnalité, toujours faire un peu de fonctionnalité, en même temps, corriger les bugs de prod, hein. Et notre aspect un peu technique, c'est moderniser le code, et cetera. Et ça, on va pas s'engager sur du temps. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais ce n'est pas grave parce que nous, on va toujours délivrer de la valeur. Donc quelle est la relation à avoir avec le client ou avec notre sponsor finalement? C'est, une relation de confiance. Donc comment on va essayer de la construire? C'est être toujours transparent sur les décisions qu'on prend, sur les problèmes qu'on rencontre, et cetera, et cetera. Parce que si on est en mode, un peu opaque, on peut pas, notre interlocuteur ne peut pas nous faire confiance. On lui donne rien, enfin, c'est compliqué. Et un autre aspect, c'est montrer que ça avance. C'est que c'est pas figé. Donc comment on peut montrer efficacement que ça avance? C'est qu'on met en prod régulièrement. Donc moi, je mets entre parenthèses, même plusieurs fois par semaine. Et du coup, là, mécaniquement, la confiance s'instaure. Parce que, certes, on est sur notre exercice de refonte, mais le client, il voit que ce que l'on fait, ça sort en prod et que c'est utilisé en prod. Donc voilà, il voit que ça avance et du coup, mécaniquement, il nous fait confiance. Et cette confiance, en fait, elle amène quoi aussi? C'est, avoir de l'autonomie sur la gestion du quotidien. Donc quand je parle d'autonomie, c'est l'autonomie de l'équipe de dev. Pourquoi? Parce qu'il est important, c'est elle qui vit, le quotidien, des retours du terrain, les problèmes que les utilisateurs rencontrent, les fonctionnalités qui sont le plus utilisées, et cetera, et cetera. Même si le métier a aussi, comment dire? Sa vision du truc. Mais la première ligne, c'est finalement l'équipe de dev. Donc l'idée, c'est avoir l'autonomie sur la gestion de son quotidien. Donc c'est quoi ça? C'est pouvoir prioriser les fonctionnalités, les aspects, différents trucs à, faire en premier lieu ou en placer en priorité haute, tout en gardant à l'esprit les priorités données par le client. Parce que c'est bien beau de faire, ce que nous on juge prioritaire, mais si à chaque fois on délaisse, les priorités que le client nous donne, notre sponsor nous donne, la confiance va être rompue en fait. Donc c'est un terrain un peu glissant, voilà, entre je gère les priorités qui sont données par notre quotidien avec celles qui sont données par le client. Mais tout ça, ça doit donner un climat de confiance pour pouvoir faire ça en sérénité, pardon. Donc du coup, maintenant qu'on a notre cadre, un peu, qui est en place,
On a dialogué avec notre client, comme quoi on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, que l'on devait tout refaire, et qu'on s'engageait pas en plus sur du temps et cetera, mais qu'il allait voir des choses avancer avec des mises en prod. Donc maintenant, c'est parti. Du coup, Einstein nous dit un truc assez, un élément de réflexion qui est assez important, c'est qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas repartir, en faisant les mêmes choses. Et ça veut dire quoi un peu dans l'environnement tech? C'est qu'on doit ajouter un élément qu'on n'avait pas à la base. Donc ça peut être quoi? Ça peut être une personne sachant certaines techniques qu'on ne maîtrisait pas à l'époque, se former, et cetera, et cetera. Grosso modo, ce que je dis, c'est que la même équipe ne peut pas repartir telle quelle, sans rien ajouter, dans ses bagages. Parce qu'autrement, elle va retaper le même mur, voire pire, va aller plus vite dans le même mur. Parce qu'elle va vouloir prendre des raccourcis, pensant que, avec l'expérience qu'elle avait acquise précédemment, elle allait pouvoir, voilà, prendre des raccourcis, mais en fait, au final, ça peut être des fausses bonnes idées. Donc voilà, toujours ajouter un élément différenciant. Donc la constitution de l'équipe, donc on avait d'un côté, le client et ses équipes, fine. Et nous, notre équipe a été constituée grosso modo d'un PO, d'un QA et de 4 à 6 développeurs. Donc dans les 6 développeurs, il y avait, un tech lead, un développeur senior, 2 confirmés et 2 juniors. C'est pas forcément, l'équipe type que je mettrais, pour faire une refonte. Pour moi, c'est une équipe qui est bien un peu dans toutes circonstances. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne équilibre entre seniorité et on va dire, juniorité. Donc ça crée un effet, une boucle, une bonne boucle pour les différentes expériences, faire monter en compétence tout le monde et cetera. Donc c'est pas forcément une équipe c'est une équipe qui pour moi est tout terrain, qui n'est pas forcément, liée à de la refonte, ou autre. C'est une équipe qui est du quotidien normal. Mais cela dit, c'est l'équipe qu'on avait. Ensuite un peu, toujours à l'extérieur de l'équipe, enfin à l'extérieur de l'équipe cette fois, donc un peu l'environnement, Ops et dépendances externes. Donc au niveau infra, nous on était sur de la AWS, sur du Kubernetes avec un peu de Helm, on utilisait de l'Argo CD et sur tout ce qui était monitoring, c'était voilà, du Prometheus, du Loki, et cetera. Et on avait, à un moment donné, on a mis un RabbitMQ au moment où on avait besoin de faire un peu de messaging. Voilà. Et au niveau des dépendances extérieures, on avait, un lien avec Auth0 pour tout ce qui était gestionnaire, d'identité et d'authentification notamment. On avait un lien avec ce qu'on a appelé l'API business, du client, voilà, qui était en façade de nous. Et devant, on avait une équipe mobile qui, utilisait nos API, ainsi qu'un autre gestionnaire de planning. Donc voilà, donc ça c'était un peu on va dire l'écosystème autour de l'équipe. Ensuite, état des lieux au niveau un peu plus technique, nous on va faire peau neuve. Donc ce qu'on avait, à l'état initial, donc on avait une API avec, API JS qui était en JavaScript. C'était un code testé, il y avait un début de clean architecture. Néanmoins, il y avait quand même un code assez entremêlé et difficile à lire et à refactorer. Mais toujours le point d'orgue, c'est que l'API existante, elle fonctionne en état et surtout elle rapporte également de l'argent. C'est un projet qui rapporte de l'argent. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Nous, on décide de faire quoi? Donc peau neuve, on reste quand même sur l'environnement, Node.js, hein, quand même. Mais on passe de API à Express, on passe de JavaScript à TypeScript, et on va introduire tout ce qui est notion de Domain Driven Design, DDD, avec des notions de monolithe modulaire. On verra un peu après à quoi ça peut servir. On décide de coder en français. Pourquoi coder en français? On est une équipe, francophone, avec un métier français. Il n'y a pas de volonté, d'offshoring. Donc pas de volonté de faire rentrer au final, des personnes anglophones au projet.
Donc on décide de coder au moins une partie, et notamment le métier, en français. On décide d'aller vraiment sur de la clean architecture, bien faite, et ainsi que sur de l'architecture événementielle et à certains endroits utiliser un pattern, type CQRS. Voilà. Pourquoi ces choix-là? C'est qu'on a vu, on a appris de nos erreurs, hein. Rappelez-vous, moi je suis et même d'autres membres de l'équipe, on est là presque depuis le début du projet. Donc au final, on est en train de refaire notre propre legacy. Et on a vu que certains choix, en fait, ils n'ont pas été payants, au bout de 2 ans, quoi. Donc on en fait d'autres qu'on espère, avec une meilleure destinée, mais avec des patterns d'architecture un peu plus avancés et on va les mettre là où, par d'expérience, ils vont être nécessaires. Ensuite, la stratégie un peu globale, c'est on va utiliser le pattern qui s'appelle Strong Learning, donc on va expliquer, c'est quoi et la première map, on va parler de ça. Donc le Strong Learning pattern, c'est ni plus ni moins que l'idée, c'est de remplacer incrémentalement, donc ça va bien avec le pas à pas, incrémentalement, pardon, l'ancien par le nouveau. De manière métaphorique, on vient étouffer le legacy finalement. Un truc qui est important à souligner, c'est qu'au moment où on refactor quelque chose, en fait, ça signifie un truc un peu paradoxal, c'est que le projet sera forcément plus crade, donc d'un point de vue design, d'un point de vue ce qu'on va mettre en place, pendant qu'on fait cette étape, qu'il ne l'a été avant. Donc malgré que le avant, on le juge, en l'état, nécessaire de le refaire, donc il sera plus crade qu'avant et il sera forcément, a priori, plus crade que ce qu'il ne le sera après. Donc là, enfin ça matche pas, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, c'est un truc à avoir en tête. Toute première étape, c'est peut-être, la première étape juste après l'initialisation, du repo Git, c'est aller tout de suite en prod. Donc, qu'est-ce que le plus rapide pour aller en prod, c'est, arriver à faire un hello world jusqu'à la prod. Donc pourquoi ça? Donc, moi je mets, rappel, nous devons livrer, en plus de la refonte des nouvelles fonctionnalités, et des corrections de bugs, en fait tout le temps. Donc c'est important qu'en fait, notre processus de mise en production soit, bien huilé et ça depuis le début, en fait. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire toutes les étapes et de paramétrer toutes les étapes de mise en production quand, au final, il y a quasiment pas de code, parce que hello world, hein, c'est quasiment rien. Et on va configurer bien les étapes pour que, par la suite, il y ait quasiment plus de problème, quoi. Et qu'il n'y ait plus qu'à cliquer et puis attendre. Et donc un petit chiffre, c'est qu'on a initié le repo Git le 1er juillet, donc 2020 et la première map, on l'a fait, 2 jours plus tard, le 3 juillet 2020. Donc ça, voilà, en collaboration avec les équipes Ops et cetera. Donc à partir de ce moment-là, nous, on savait qu'on pouvait aller en prod quand on le voulait. Au niveau des pratiques, donc on avait, la culture DevOps, donc grosse collaboration avec l'équipe Ops, pour mettre en place, ce que nous on avait besoin et cetera. Au sein de l'équipe, on faisait beaucoup de pair et de mob programming, donc c'est pour les personnes qui connaissent pas, c'est, être au moins à 2 sur la même fonctionnalité et mob, c'est, 3 voire toute l'équipe, donc ça a aidé beaucoup de choses. Intégration, continue et livraison à la demande. Donc, on intégrait tout le temps le code, à la branche commune, heu, quand il n'était pas directement mergé sur la branche commune et dès qu'on voulait aller en prod, c'est pas quand on pouvait, c'est quand on voulait, on allait en prod. Voilà, il y avait une feature, qui était fonctionnelle, qui était finie, hop, on allait en prod, hop, hop, hop et on faisait des livraisons, à la demande. Quand on pouvait, on y allait. Les règles métiers, j'y reviendrai un peu plus tard. Communication, pareil. Une approche assez lean, voilà, on abandonne, si tant est qu'on était en Scrum, on abandonne le Scrum, on passe sur du lean avec du Kanban. Donc on va venir, tirer toujours les tickets, vers la droite pour aller, toujours en prod, vers la droite.
Voilà, on va faire une petite passe sur l'aspect, recette et aussi un aspect, no estimate. Pourquoi? Parce que, pour ne pas, se perdre dans les estimations et surtout ça nous permettait aussi de voir comment créer cette confiance avec le client parce que, on ne peut pas faire de no estimate sans confiance du client. Voilà donc un peu grosso modo de manière grosse maille les pratiques qu'on avait. Je vais en zoomer sur quelques-unes. Au niveau des règles métiers, nous n'avons pas ou peu fait de rétro-engineering, pour plusieurs raisons assez simples. Un, le code était assez, complexe, donc c'était parfois assez difficile de faire ressortir les règles métiers qui étaient exprimées dedans. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été directement à la source. On s'est dit: «Tant qu'à réécrire le truc, autant réécrire les choses bien, avec les règles métiers que tout le monde va comprendre», surtout pour peu qu'il y ait des personnes qui ont changé entre temps. C'était un bon moyen de rappel également, mais également de mettre potentiellement des nouvelles règles ou d'ajuster certaines règles et donc, bah, voilà, donc toujours discuter avec, aller au plus proche de la source pour implémenter les vraies règles finalement. Au niveau communication, donc 2020, ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs, mais c'est grosso modo à l'époque où nous avons eu le premier confinement dû au Covid. Donc, mise en place, bah, du télétravail. Donc suite à ça, ce qu'on a fait pour, reproduire, on va dire, un environnement propice à l'échange, notamment au niveau de l'équipe, nous avons utilisé, voilà, un outil de type Discord. Bon, je nomme, hein, je n'ai pas d'action chez Discord, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça peut donner une idée un peu des fonctionnalités que peut apporter Discord, qui, au premier regard, peut rapidement simuler un open space et ça, c'est vraiment assez bien parce qu'on peut voir les personnes, qui sont là et donc sous-entendu qu'on peut déranger. On peut créer comment dire? Des réunions à plusieurs assez facilement, le vocal marche bien, le partage d'écran marche bien également. C'est un outil assez bien pensé. Alors c'est pas bien pensé pour ça, je pense, mais en tout cas, ça peut être détourné pour ce genre de truc. C'est assez sympa à utiliser. Pareil, communication, relation étroite avec, l'équipe d'assistance utilisateur. J'avais pas cette place, donc AU, c'est assistance utilisateur et l'équipe, qui développe, l'API business. Voilà, pour pouvoir, bah, prendre les retours du terrain, assistance utilisateur, retour du terrain, leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils rencontrent, quelles difficultés ils rencontrent au quotidien, comment nous, on peut y répondre, rapidement et surtout, pour pas que ça nous fasse peser plus de charges après la résolution. Donc, mise en place, bah, justement de fonctionnalités de priorisation, comme je disais, priorisation qui vient du terrain, et l'équipe business, ben, business qui développe l'API pour pouvoir, voilà, ajuster les trucs. Bureau Ops pour mettre en place, toute la culture DevOps et au niveau de la recette, nous on a adopté, ça, c'est qu'on recettait uniquement le ticket, donc on va voir comment et après, en fonction du développeur, on va dire la responsabilité du dev ou de l'équipe qui a développé, on demandait à notre QA soit de recetter le chemin critique, soit de faire des tests de non-régression. C'était vraiment à notre responsabilité. Si on sentait qu'on avait tout pété, et ben, on demandait, voilà, de faire ça en plus. Après de manière un peu, intuitive, notre QA pouvait le faire, mais c'était surtout à notre charge de lui demander et ça aide beaucoup de choses, et ça fluidifie aussi, pas mal de choses. Au niveau du flow Git et de la recette, donc on avait, un environnement d'intégration. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une review app, donc un environnement dédié au développement et donc la personne en charge de la recette recettait la feature sur cet environnement-là et donc elle savait de ce fait qu'il y avait que cette fonctionnalité ici en plus. Ensuite, on mergeait sur le tronc commun, on intégrait. Là, éventuellement, il y avait une autre recette à chaque fois par notre QA pour vérifier que, bah, il y avait quand même qu'on n'avait pas oublié des trucs, des choses comme ça, mais globalement, il y avait très peu de retours à cette phase-là et à un moment donné, bah, on mettait en prod. Voilà. Pas plus compliqué que ça.
Ensuite, comme je disais, le sous-entendu, c'est qu'on devait faire vivre 2 API différentes en même temps. On avait un postulat, c'est que on ne voulait pas intervenir sur l'API dite V5, dite legacy. Pourquoi? Bah, elle fonctionne et surtout, on ne veut pas introduire de régression parce qu'on ne veut pas toucher justement. Donc comment jouer avec ça? Donc déjà, on va faire une nouvelle version de l'API. On va passer de l'API V5 à l'API V6. Comme ça, hop, c'est 2 choses différentes, on s'en mêle pas les pinces. On fait un nouveau dépôt de code, comme ça, l'API était assez conséquente, donc on ne voulait pas mélanger en plus JavaScript, TypeScript, enfin ça nécessite de la configuration, donc décision, faire un nouveau dépôt de code. Et nouvelle base de données, pareil, pour séparer les trucs. Donc, nous, on avait la difficulté qu'on avait, c'est qu'on avait un client donc, qui utilisait l'API V5 et à un moment donné qui va commencer à utiliser l'API V6. Et comme je disais, les 2 API ont, grosso modo, leur propre base de données. Comment synchroniser les 2 trucs? Parce que c'est là où la difficulté arrive, c'est comment synchroniser les 2 choses pour que tout ce système reste synchrone au final. Donc, comment on va passer de la V5 à la V6, donc de l'API legacy à la nouvelle API, donc ancienne donnée vers nouvelle donnée finalement. Là, nous, l'option qui a été choisie, c'est de faire des triggers SQL. Et on en a eu jusqu'à 5 plus des procédures stockées. Ça, je rewind un petit peu, je reviens un peu en arrière, c'est le fameux, au moment où on refacto, c'est forcément plus crade, donc c'est pas forcément des bonnes pratiques parce que c'est difficile à tester, ce genre de truc, de manière automatique, hein, j'entends. Mais cela dit, avec notre postulat de toucher le moins possible, c'est la façon qu'on avait trouvée. Et inversement, comment on passe de la nouvelle à l'ancienne? Eh ben nous, rappelez-vous, nous on est partis sur de l'architecture événementielle. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se plugger sur les événements, sur les messages qui transitent dans le système pour pouvoir reporter les modifications sur l'ancienne base de données. Donc à un moment donné, on en a eu une vingtaine de mémoire. Et surtout, ce qui est assez sympathique, c'est qu'au moment où on va vouloir arrêter, c'est que c'est une ligne de code à enlever. Et ça n'affecte pas le reste de l'applicatif. Donc je rappelle, refactoring de projet signifie que le projet sera forcément plus crade pendant, c'est nos fameux un peu workaround là entre les triggers et les projections, qui ne l'était avant et qui ne le sera après. Parce qu'après, il n'y aura plus tout ça. Le suivi, parce qu'il faut suivre tout ça, hein. Comment nous on a suivi le décommissionnement, notamment en se basant sur les endpoints d'entrée et les workarounds qu'on prenait, par exemple les triggers. Et on essayait de suivre selon ces six items, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qui n'a pas été encore touché finalement, ce qui est en cours, ce qui est fait mais pas encore en prod, qui va être en passe de l'être du coup finalement, ce qui est fait mais pas encore utilisé en prod, parce que nous c'est une API, donc on pouvait mettre à disposition des nouveaux endpoints, mais ils pouvaient ne pas être utilisés par les clients. Donc c'est ce fameux n'est pas utilisé en prod. Ce qui est finalement utilisé en production. Et la dernière étape, ce qui est finalement complètement décommissionné. Ça donne un peu un fichier comme ça, hein. Donc on a un peu les différents points d'entrée du legacy. Les actions, nous, par exemple, si on est sur une API REST, on va utiliser par exemple les terminologies des verbes, donc get, post, delete, les fameux triggers. Et dans la colonne décommissionné, voilà, on avait les différents états. Et s'il y avait besoin de commentaires, voilà, on mettait un commentaire, le cas échéant. Et donc ça nous permet de faire des beaux graphiques et surtout de savoir là où on en est. Parce que c'est toujours agréable ou désagréable, peu importe, de dire on a, je sais pas, on a 60% de notre nouveau code qui est utilisé en prod. Donc sous-entendu, il nous reste 30%. Et inversement, si on voit qu'on a beaucoup travaillé
et qu'on voit qu'au final, il nous reste encore, on a fait que, entre guillemets, que 25%, bah là, il faut peut-être se poser des questions. Peut-être qu'on a fait trop de fonctionnalités en plus sur l'aspect qu'on avait décommissionné. Donc finalement, on n'a pas décommissionné d'autres choses. Et ça nous permet de voir un peu, de prendre un peu du recul. Et pareil, les trucs qui ne sont pas encore utilisés mais en prod, bah, pourquoi ils ne sont pas utilisés? Voilà, ça permet, voilà, de faire un peu d'analyse. Conclusion à ça, conclusion déjà en chiffres, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, donc c'est 640 jours ouvrés, hein, vous pouvez faire le calcul, hein, j'ai été voir. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien 640 jours ouvrés. Au niveau fonctionnel, c'est à peu près 1250 établissements clients, donc qui utilisent l'application tous les jours. Il y a environ 15 000 commandes saisies mensuellement, donc c'est pas négligeable, hein, ça rapporte de l'argent, hein. Et au niveau des applications mobiles, a priori, il y avait, parce que c'était pas dans notre scope, il y avait environ 10 000 utilisateurs uniques quotidiens sur les applications. Pareil, c'est pas négligeable non plus. D'un point de vue technique, on a environ décommissionné, ça représente environ 50 endpoints. Voilà. Est-ce que c'est gros, petit, peu importe, mais en tout cas, c'est 50 endpoints. Durant ces 640 jours, on a fait 161 maps, donc mises en prod, soit en moyenne 1,2 par semaine. Que c'est plutôt un bon rythme. Et qui correspond assez bien au chiffre qui est juste en dessous, c'est que en moyenne, un ticket était mis en production en 5 jours. Donc que correspond ce temps de trajet? C'est au moment où le besoin est exprimé ou est apparu, et jusqu'au moment où il est finalement en production. Donc il y avait 5 jours. Voilà. Toujours en conclusion, les éléments un peu positifs de cette expérience, c'est que finalement, nous n'avons jamais estimé. Voilà, on nous a jamais demandé d'estimer là où on en était, etc., etc. On a eu peu, voire pas de bugs. Il y a toujours des trous dans la raquette, hein, je vous rassure. Mais l'idée, c'est dès qu'il y a un trou, si ça remonte, enfin quand c'est remonté du coup, et ben on le corrige tout de suite pour que le trou ne se reproduise plus et puis que le système soit plus robuste. On y allait vraiment petit à petit, et même jusqu'à on n'a pas anticipé des problèmes. Voilà, on ne s'est pas dit: «Ah voilà, on aura peut-être un problème de je sais pas quoi». Non, voilà, on les a pas anticipés. On a fait un gros travail sur l'outillage et le monitoring. Donc ça, notamment avec la collaboration et l'aide de l'équipe Ops. Le code qui a été refait, donc moi je suis parti en fin 2022 et j'ai toujours des relations avec l'équipe actuelle, donc on est en 2024, donc soit 2 ans et demi après. Donc il est toujours utilisé, alors je dirais pas tel quel, mais ils ont pas de besoin de le refaire. Donc ça sous-entend quoi? Bon déjà, c'est la même équipe, en partie qui a construit le truc, donc il y a, on va dire, la connaissance des pourquoi et tout ça, mais surtout, ils n'ont pas d'envie, n'ont pas de besoin, n'ont pas de difficulté en fait avec le code et les patterns que nous avons utilisés, qui nécessiteraient de refaire tout ou partie, du code qu'on a refait finalement. Aujourd'hui, il y a plus de legacy, en tout cas sur la partie, back. Je crois qu'ils l'ont enlevé en début d'année 2024. Donc finalement, même 2 ans après que je sois parti, hein. Donc il y a plus de legacy. Donc notre fameuse API, v5/legacy, hop, elle n'existe plus. Et au niveau, des trucs, un peu, qu'on aurait pu améliorer ou des difficultés qu'on a rencontrées, c'est difficile de toujours penser à tout. Parce que, voilà, il y a des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on découvre, ou qu'on oublie, tout simplement. Donc il faut se laisser
on va dire, le droit à l'erreur, mais on revient à toujours, on peut corriger tout de suite. Et il faut corriger tout de suite. Au niveau des devs, est-ce que tout le monde a bien été embarqué? A priori, de manière rétrospectivement, je dirais que oui, mais c'est toujours une interrogation à ce moment-là. C'est ce qu'on embarque bien tout le monde dans cette aventure. Ça nécessite quand même beaucoup d'organisation. Il y a beaucoup de choses à penser, il y a du suivi à faire, de la priorisation et tout ça. Donc ça demande à être bien organisé. Et plus de 2 ans que pour le bac. Et il faut faire la même chose aussi pour le front. Spoiler, on l'a fait plus ou moins en même temps, mais là, ils n'ont pas encore fini. Parce qu'on avait donné plus, on avait axé plus sur le bac à ce moment-là. Voilà, et là, petite citation un peu d'ouverture de Martin Fowler qui nous dit, grosso modo, c'est que quand on conçoit une nouvelle application, ou qu'on refait une application, finalement c'est plus ou moins la même chose, c'est qu'on doit penser, réfléchir, et pour se faciliter son futur remplacement. Et surtout, pourquoi il faut penser à ça? C'est pour qu'il soit facile à faire et de façon élégante. Donc, facile à faire. Et pas devoir tout répéter, en fait, finalement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait au final aujourd'hui, c'est écrire le code qu'on va hériter demain. Donc l'idée, c'est de ne pas se mettre des bâtons dans les roues et de se faciliter la tâche pour que demain, quand on voudra, quand on devra réécrire une partie, que ça soit facile en fait à faire et qu'on ne doit pas tout réécrire. Voilà, c'était ma dernière slide. Donc, avez-vous des questions? Là, quelques liens pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Canon. Bah, merci, Michael. Et je vais laisser ta slide 2 secondes si vous avez envie de choper sur YouTube ou de flasher le QR code. Bah, merci, Michael. Franchement, hyper intéressant. Il y a eu beaucoup de réactions. Du coup, ce que je te propose pour les traiter toutes, c'est de faire un genre de fire Q&A où on se donne 30-60 secondes pour répondre aux questions. Et comme ça, on en déroule un maximum. Et je vais essayer de les prendre un peu par thématique. Une des dernières questions, c'était celle de Riz qui disait, OK, le pattern a l'air bien rodé, étant donné le topic, sur de la gestion de data via une API dans du legacy, mais est-ce que c'est applicable sur un monolithique legacy où tu as une migration sur un framework from scratch? Alors, oui, en fait, ce que j'ai décrit, c'est une façon de tacler un legacy. Une autre façon, c'est ce que j'ai fait sur un autre projet, c'est juste mettre un dossier migrated à la racine et on transvase dedans. Oui, c'est adaptable. Après, il faut, quand on prend une décision, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Quand on prend la décision, et il faut mettre dans la balance, ces avantages et inconvénients pour choisir, on va dire, la meilleure stratégie. Mais oui, ce que je viens de donner, c'est adaptable à tout. Après, moi, le fameux dossier migrated dont je parlais, moi, je l'ai fait dans un projet Java où j'avais pas besoin notamment de vraiment tout casser, passer de JavaScript à TypeScript, où j'aurais été embêté avec le transtypage et tout ça, où on va dire la stratégie d'avoir un autre repo à côté, tout clean, tout ça, facilitait beaucoup de choses. En Java, nous, on a fait un dossier migrated où, voilà. En .NET, ça peut passer aussi, je pense, très bien, ce genre de stratégie. Voilà. Trop bien. Il te demandait aussi tes outils de monitoring que tu as utilisés. Alors, tu partageais justement le CSV. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu montres, c'est justement la simplicité. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent récupérer le template, peut-être ils peuvent t'écrire sur LinkedIn et utiliser ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as utilisé des outils de monitoring? Il te demandait tes bonnes méthodes de log, bad log versus good log. Non, après, là, c'est vraiment le monitoring classique d'une application. C'est ce que je parlais au tout début. C'est nous, on avait du Grafana avec du Prometheus et on avait nos puits de log classiques à l'intérieur. Hein. Il n'y avait pas. Voilà. Ok, trop bien. Bah ouais, cool, la simplicité, on peut y arriver comme quoi avec juste des principes premiers assez solides et voilà, les bons templates où tu cut tout le bullshit, tu gardes vraiment.
On va parler un petit peu du no estimate, parce que ça fait beaucoup réagir, évidemment. Mmh. Il y avait Manu qui disait, bah, comment est-ce que tu fais dans la pratique? Un client, il a un budget, je le vois difficilement accepter ça, de ne pas avoir une vision de budget en avancement, etc. Donc, tu en as un peu parlé. Voilà. Ouais. Bah, tu étais peut-être un peu étonné. Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter face aux clients les plus difficiles? Non, alors oui, les clients difficiles, en fait, la clé du no estimate, c'est, créer de la confiance. Du moment où il y a pas de confiance, il y a pas de no estimate. C'est pas possible. Ouais, Pourquoi? Parce que, bah, les estimations, c'est une façon de un peu de contrôler, ce qui est fait. Et pour créer cette confiance, pour moi, il y a pas de meilleur outil que de mettre en prod tout le temps. Pourquoi? Alors, mettre en prod de manière sécurisée, ça sert à rien de mettre en prod et de tout péter, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais quand on met en prod ça crée pas de la confiance. ah non, pas du tout, il va juste te dire, bah, d'arrêter et puis d'estimer tes trucs, quoi. Mais si tu mets en prod tout le temps, hein, donc comme je disais là, sur mes stats, hein, c'était on avait je vais arrondir à 1,5 par semaine. Et ben, du coup, en fait, la personne, enfin le client, le sponsor, il voit que ce qu'il a demandé est en prod, tout de suite. Enfin, tout de suite, modulo peut-être, 15 jours ou 3 semaines. Du coup, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir une estimation vu qu'il a son truc qui est en prod tout de suite? Donc il y Ouais, a c'est pas besoin intéressant. d'estimation, en fait. Hem, Et mais Vladislav te demandait, ah pardon, vas-y, finis. j'allais dire, juste je rebondis, mais voilà, il faut s'outiller, il faut créer cette confiance, c'est la clé, en fait, et il faut trouver les étapes pour la créer, et une des façons d'y arriver, c'est d'arriver à mettre en prod régulièrement, et même mettre en prod régulièrement, ça tire d'autres choses compliquées aussi derrière, c'est tout un topic, quoi. Plein d'itérations plus petites et qui du coup créent petit à petit, brique par brique, la confiance, effectivement. Ouais, oui. Vladislav te demandait pour la partie budget justement du No Estimate, comment est-ce que vous avez fait pour sizer grosso modo un peu ce qu'il fallait mettre sur la table? Alors je pense que nous, on n'a pas eu de soucis, pourquoi? Parce que nous, c'était de la régie, c'était pas du forfait, donc le client, il payait pour avoir une équipe, voilà, je sais pas, de 5 profils, et du moment où il avait son budget annuel, et dedans, ben, ouais, il y avait pas de budget, on va dire, alloué à la refonte, quoi. Enfin, c'était pas ça, quoi. C'est budget alloué Ok, au profil de l'équipe, on va dire. ok, intéressant, ouais. Du coup, il faut penser aussi à ton modèle de pricing pour que ça s'adapte, Oui, et que ce soit pas désincentivant de fonctionner comme ça. Mais bon, on peut imaginer qu'effectivement, à partir du moment où tu crées de la confiance et où voilà, as un espoir de performance et de transition beaucoup plus ouais, smooth, tu peux, tout en étant très transparent sur, il y a oui, un moment où ça va merder plus que maintenant, que tu disais oui, très bien. ah oui, Euh, oui, il faut le dire. et on arrive au bout, mais il y a Monica qui te demandait peut-être des derniers conseils sur comment est-ce que tu fais en sorte que le métier soit toujours dispo pour faire les tests fonctionnels. Parce qu'il y a des personnes quand même métiers dédiés à 100%. Alors, tu as montré l'orga avec les PO et tout. Elle te demandait, hors PO, tu vois, est-ce que vous avez des responsables ou quelqu'un Ouais. qui a une... C'est Donc quoi ton secret là-dessus? alors je sais pas si c'est un secret, mais nous, en tout cas, on a eu la chance, et maintenant, à chaque fois que je change de mission, moi, c'est presque un truc que je regarde tout de suite. C'est, on avait eu, un QA, une QA, peu importe, dans l'équipe avec nous. Donc bah, au quotidien, hein, son rôle était de, voilà, de malmener l'application, de vérifier, si, s'il y avait pas de régression dans éventuellement ce qu'on faisait, de se mettre en gros, à la place d'un utilisateur, et qui essayait des trucs, et pour voir si on avait bien géré les différents cas et tout ça. Voilà, du coup, voilà, avoir un QA dans l'équipe, ça change beaucoup de choses, qui plus est, un QA qui comprend le métier, c'est encore mieux. Heu, voilà, notre PO de mémoire ne recettait pas, et faisait en gros la relation entre la partie métier et nous. Voilà. Ah, c'était déjà un travail à temps plein, hein. Bah ouais, j'imagine. Donc voilà. Canon. Bah écoute, merci énormément. Il y a encore plein de réactions, de questions. Ce que je fais, c'est que je vous invite à écrire à Mickaël sur LinkedIn, à Oui. lui poser vos questions et à continuer l'échange.